Bienvenue à cette première table ronde sur une table qui est tout sauf ronde et qui commence en début d'après-midi. Donc c'est la table ronde la plus difficile en général à gérer pour tout le monde. Mais le sujet, j'espère, va donner un peu de peps à l'auditoire. La guerre est-elle encore l'expression de la souveraineté pour l'État ? Vous aurez noté l'adverbe « encore ». Je suppose que certains reviendront sur le sujet même de cette table ronde. Alors, je suis tout d'abord très honoré, évidemment, et je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette présidence, cette animation, dans un amphithéâtre qui parle beaucoup pour le spécialiste de droit de l'Union européenne que je suis, évidemment. Mais je suis évidemment un peu décontenancé par l'intitulé même, parce que pour le spécialiste de droit européen, c'est difficile évidemment de trouver des repères. Alors je me suis dit, je vais me plonger dans le dictionnaire de la guerre et de la paix, publié au PUF, c'était en 2016-2017. Et à ma grande surprise, je ne trouve rien, il n'y a pas d'entrée souveraineté. J'ai dit, bon, ça commence bien. Alors je vais revenir vers ce que je connais un peu mieux, le droit, et je me plonge dans le dictionnaire de la culture juridique, celui des PUF, mais là 2008-2009. Et là, on trouve de la souveraineté, on trouve de la guerre, on trouve de l'État. Et alors, dernière étape de mon approche, je me suis dit, est-ce que je vais retrouver ça également dans ma discipline, qui est le droit de l'Union européenne ? Et là, l'actualité, évidemment, nous éclate à la figure. Et donc, le droit de l'Union européenne, mobilisé aujourd'hui avec la guerre russo-ukrainienne, nous fait poser la question, est-ce que l'Union européenne pourrait revendiquer sa souveraineté, alors que, ça a été dit ce matin, pour la première fois de son histoire, elle finance et livre des armes létales. Eh bien, je me suis dit, il n'y a rien de mieux que l'interdisciplinarité, finalement, pour donner des clés et se poser la question, qui est peut-être la question ultime. Est-ce que, et ça a été dit d'ailleurs ce matin, est-ce que l'État, un jour, cédera la place à l'Union européenne pour l'expression de sa souveraineté par la guerre ? Mais on n'en est pas encore là. Et puisqu'il y a interdisciplinarité, je vais demander aux panélistes de faire œuvre d'interdisciplinarité, mais aussi de discipline, puisque nous avons une courte table ronde, donc je demanderai à chacun de prendre 10 minutes et pas plus, pour permettre, même si ça sera court, un petit débat avec l'assistance. Alors cette interdisciplinarité est reflétée par la qualité et la discipline représentée par nos intervenants. Nous allons le faire dans l'ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de contestation possible. Et donc nous mobiliserons une historienne, Alia Aglan, de cette belle université de Paris 1, Grégory Dao, pour la science politique, également de Paris 1, Yann Richard, mais est-ce que j'ai besoin de le présenter, pour la discipline de la géographie. Vu les ennuis de ce matin, c'est plus la peine de me présenter. Je pense que tu es repéré pour longtemps. Et c'est une exception à la règle Paris 1. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un collègue de Grenoble-Alpes, le professeur Jean-Christophe Videlin. Voilà, j'ai déjà trop parlé, et donc je laisse la parole à Alia Aglan pour ces 10 minutes. Merci. Alors merci Stéphane pour cette introduction. J'ai du mal à répondre à cette question. La guerre est-elle encore l'expression de la souveraineté pour l'État ? J'ai pris l'exemple de la Seconde Guerre mondiale puisque c'est ma spécialité. Et je vous dirais que c'est à la fois un moment d'hypertrophie de la souveraineté à travers une guerre de conquête qui a pris l'échelle de continents entiers, hein, pour les forces de l'Axe en tous les cas, et en même temps un moment très paradoxal de disparition de la souveraineté à cause des régimes d'occupation, hein, que ce soit des occupations civiles ou militaires. Et donc j'aimerais interroger ce moment à travers la question non seulement de la souveraineté, mais du rôle de l'État. Alors ce qui est bien connu, c'est le renforcement du rôle des États dans un contexte de guerre totale, hein, que ce soit déjà
c'était déjà le cas pendant la Grande Guerre et plus encore pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin, de toute façon, dès l'avènement en fait, d'États totalitaires. Donc, un État qui s'est renforcé, notamment dans le domaine des économies de guerre, pour revenir sur ce qu'on disait ce matin, sur la massification de la mobilisation du travail, le rôle de l'État dans le rationnement. Et c'est aussi le moment où est pensé l'État-providence, avec le fameux rapport Beveridge de 1942 et tous les projets de sécurité sociale, notamment ceux de Pierre Laroque pendant la guerre. Et pour reprendre un terme très précis de la charte de l'Atlantique d'août 1941, où il est dit que les buts de guerre alliés ne seraient en aucun cas la conquête, mais par contre, il fallait libérer l'homme de la peur et de la pauvreté. Fear and want, c'est les termes de la charte de l'Atlantique. Donc, il y a un mouvement qui paraît paradoxal, une hypertrophie de la souveraineté à travers l'imposition de nouvelles autorités dans des territoires soit annexés, soit occupés. Et donc, c'est un moment où on voit fortement remise en question cette notion de souveraineté. Elle est parfois complètement dissoute, elle est parfois fortement remise en question. Et donc, dans les quelques minutes que j'ai, j'aimerais insister sur deux critiques internes et externes de cette notion de souveraineté. Donc, une souveraineté qui est remise en cause par les faits, par le fait militaire, tout simplement. Des souverainetés qui ont remis d'actualité le droit de faire la guerre, puisque Hitler ne demande pas l'autorisation, mais il dit le droit international, je m'assieds dessus. Donc de toute façon, le droit international qui a tout le système de la Société des Nations qui a essayé de limiter, voire d'interdire la guerre, ou en tous les cas de créer des médiations pour, en cas de litige, résoudre autrement les conflits que par les affrontements armés, eh bien, du côté du Troisième Reich, il y a la renaissance d'une revendication nationaliste du droit à la guerre, une guerre qui devient non seulement l'expression de la souveraineté, mais aussi l'expression d'une vitalité démographique et d'ambition visant à rétablir une sorte de puissance sous un projet de domination qui concerne tout le continent européen. Alors on pourrait dire la même chose pour l'Italie ou pour le Japon avec sa sphère de coprospérité. L'Italie avec le thème de la nation prolétaire, le droit à une place au soleil, la conquête de l'Éthiopie, de l'Albanie, etc. Donc on a, vous voyez, un mouvement qui est un peu dialectique de victoire militaire du Reich, qui ont complètement reconfiguré les souverainetés. Alors si on prend comme exemple les gouvernements qui sont partis en exil, comme le gouvernement de Hollande ou le gouvernement de la Belgique, ou des gouvernements en exil qui se retrouvent contestés du fait même de l'exil, par exemple le gouvernement, enfin la monarchie grecque ou la monarchie yougoslave, des gouvernements qui deviennent des gouvernements satellites, comme la Norvège et la France de Vichy dans une large mesure. Et si on prend l'exemple du déficit de souveraineté dont souffre l'État français dès le départ, on voit très bien comment la guerre participe à une dissolution, voire à une disparition de cette souveraineté. Et alors l'élément fondamental, et ça c'est mon deuxième point, qui fait partie de cette critique interne, c'est à partir du moment où la dimension civile des guerres est très prononcée, alors non pas parce qu'il y a une masse de civils qui vont entrer dans les résistances, qui restent toujours des faits minoritaires, mais à partir du moment où la dimension civile de la guerre se développe et qu'on voit apparaître des entités plus ou moins informes et plus ou moins légitimes, on assiste à un décrochement entre le légal et le légitime. Voilà, ce qui est légal n'est pas forcément légitime, et d'où les questions qu'on se posait ce matin. Et donc cette dimension civile de toutes les guerres, de cette Seconde Guerre mondiale, à savoir une contestation soit de souverainetés qui ont pris le chemin de l'exil, soit de pouvoirs alternatifs dits dissidents, je pense à la France libre et au général de Gaulle. En tous les cas, un décrochement entre légal et légitime.
Et ce que j'essaye de comprendre à travers cette notion de souveraineté qui se trouve pulvérisée, c'est si on prend par exemple le cas de pays qui connaissent, à cause de l'occupation et de la défaite militaire, ce qu'on appelle des suppléments de guerre, c'est-à-dire la guerre dans la guerre. C'est le cas de la Yougoslavie, par exemple. On a un mouvement qui est celui des Tchétniks, qui est globalement monarchiste, légitimiste, et donc qui est une sorte de représentation d'une souveraineté empêchée parce qu'il y a eu exil. Et il y a le mouvement titiste, de Tito, qui, au contraire, prône une sorte de table rase et entend substituer une souveraineté plus légitime qui est une souveraineté communiste révolutionnaire avec un projet de république fédérative yougoslave. Si bien que si on regarde à l'échelle des mouvements partisans, il y a des guerres internes aux mouvements partisans, ça c'est très bien connu. C'est la même chose en Grèce, ce qui fait que la notion de souveraineté est toute relative puisqu'elle est revendiquée par des entités très différentes, voire rivales. Donc comme j'ai parlé de critique externe, je ne vais pas m'appesantir sur cette critique interne que vous comprenez très bien. J'y ajouterai que dans les mouvements clandestins, on a aussi une critique de la souveraineté. Alors je pense au texte, par exemple, du père Fessard sur le prince esclave, ce qu'est le droit à la désobéissance quand l'autorité n'est pas jugée légitime. Il y a aussi toute une critique que j'appellerais externe, qui est tout simplement l'idée que c'est le cadre de l'État-nation qui est à l'origine de la guerre. Et que si on se débarrassait de ce cadre d'État-nation, on pourrait évidemment organiser un continent ou en tous les cas installer la paix de manière beaucoup plus durable. Donc cette critique externe, elle vient de finalement de tous les écrits fédéralistes européens. Donc c'est plutôt une périphérie de la clandestinité. C'est pas tout à fait central dans la clandestinité, mais il y a cette idée que le fait total, donc la guerre totale, c'est quelque chose qui vient d'une omnipuissance de l'État, une surpuissance de l'État-nation, qui est fauteur d'autarcie et donc de guerre, et que finalement, se débarrasser du cadre de l'État-nation, qui est discrédité dans ces écrits fédéralistes européens, à la fois par les deux guerres mondiales et par l'imposition de la force des autorités d'occupation, eh bien, la réponse serait une souveraineté limitée. Et cette limitation de la souveraineté, elle fait partie des programmes européens clandestins, alors qui reprennent plus ou moins ce qui a déjà été dit dans les années 30, mais qui prônent une sorte de réorganisation du continent européen sous la forme un peu générique des États-Unis d'Europe, mais prélude aux États-Unis du monde. Tout ça, ce sont des idées. Mais donc voilà comment la guerre et la souveraineté peuvent à la fois se soutenir dans une hypertrophie de la souveraineté sous la conquête militaire et en même temps se réduire à la conclusion qu'on doit limiter les souverainetés par la constitution d'une autorité supranationale. Alors ce que la Société des Nations n'a pas réussi à faire, ce que l'ONU non plus n'a pas réussi à faire, mais en tous les cas, une critique de l'État-nation comme étant justement à l'origine d'une souveraineté maladive, je dirais, qui pousserait finalement à une expression nationaliste, agressive, qui serait à l'origine de la guerre. Donc voilà ces alternatives proposées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir étudier cette souveraineté à la fois dans les faits et dans les idées, dans les projections d'avenir. Et puis, comme on a promis de conclure sur une ouverture interdisciplinaire, je tiendrai ma promesse, il est vrai que les historiens travaillent toujours à partir de sources. Ces sources d'archives sont organisées de manière nationale, ou en tous les cas fédérales, quand ce sont par exemple des archives en Allemagne ou ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a un biais national dans toutes les archives, toutes les études historiques. Sauf que depuis au moins une bonne vingtaine d'années, ce biais national a été complètement dépassé à partir du moment où on a étudié des faits hors des cadres étatiques, c'est-à-dire des
des mobilisations, même des combattants en diaspora, on le voit encore là en Ukraine, hein, des volontaires. Et donc, dès qu'on sort de ce cadre étatique, on a la possibilité de mobiliser d'autres instruments que la science historique proprement dite. Et on est toujours en dialogue avec les écrits des philosophes, les écrits des sociologues et les écrits, évidemment, des politistes, des géographes. Et ça, c'est une nécessité parce que on ne peut pas rester dans le cadre normatif que nous donne une vision archivistique qui serait purement étatique et nationale. Donc voilà comment je passe la parole habilement, j'espère, à une autre discipline pour discuter donc de la même question. Merci. Merci beaucoup, Alia. Donc je note un mot-clé, guerre, souveraineté, légitimité. Ce serait intéressant de voir comment le politiste aborde ce genre de concept. Grégory, je te cède la parole. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là dans des conditions difficiles. Alors c'est vrai que la question n'est pas simple. La guerre était encore l'expression de la souveraineté pour l'État. Vous avez 4 heures, bon courage pour la dissertation. Ce qui m'a rassuré, Stéphane l'a très bien dit dans l'introduction, c'est cette idée de « encore ». Donc presque mécaniquement, j'ai cherché une rupture, à savoir pourquoi la souveraineté ne serait-elle plus, ou plus tout à fait, une expression pour l'État. Et s'il y avait une rupture à chercher, je la chercherais plutôt du côté du fait nucléaire. Pour moi, c'est ça qui change la donne. Mais je ne vais pas faire 10 minutes sur cette rupture. Donc la guerre exprimerait autre chose que l'affirmation de la souveraineté, la domination ou l'influence, par exemple. Alors je ne suis pas sûr qu'on y gagne en intelligibilité à intervertir les termes. Puis surtout, il existerait des moyens plus efficaces de garantir sa souveraineté que la confrontation violente entre unités politiques, pour reprendre la définition consensuelle de Clausewitz. Je voudrais préciser, avant de rentrer dans le vif du sujet, que cette croyance, pour le dire très vite, qui mériterait très raffiné, l'obsolescence des guerres interétatiques, est une croyance située. C'est, pour le dire très vite, l'Occident de l'après-guerre froide, entre absence de menaces aux frontières, dividende de la paix, triomphe de la démocratie de marché, consensus de Washington et fin de l'histoire. Le principe de la paix libérale, l'assimilation des normes et les vertus pacificatrices du doux commerce permettrait d'augmenter l'anticipation réciproque entre États. C'est la théorie de la paix libérale dans son format le plus classique. Dès lors, pour ce qui nous intéresse dans les 10 minutes, comment la science politique contemporaine, que j'incarne très modestement devant vous, arrive-t-elle à dissocier ces deux phénomènes qui sont pensés traditionnellement de manière co-substantielle ? On pense et on enseigne l'État et la souveraineté ensemble, et c'est là le défi. Pourquoi est-ce que le politiste moyen n'est pas très armé ? Un politiste pas très original, quand il a devant lui des licences 1, l'essentiel de son travail, c'est de dénaturaliser ou désobjectiver le rapport État-société. En gros, ça ne va pas de soi. On apprend aux étudiants que finalement l'État est une forme d'organisation politique contingente, apparue dans un certain cadre et qui peut très bien disparaître demain. On a en gros 2 pieds en tant que politiste. Le premier pied, c'est la philosophie contractualiste, les théoriciens du pacte, les théoriciens du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau. C'est là-dessus qu'on travaille sur la légitimité. Et l'autre pied, c'est plutôt la socio-histoire de la construction des États. On pense à Norbert Elias, à Weber, et on pense à Charles Tilly. La souveraineté est un processus historique sur le temps. Et je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la nécessité de changer de logiciel. Et ce n'est pas un défi simple. Donc, je vais intervenir en 2 temps. D'abord, je vais préciser d'où je parle. Je ne vais pas vous faire une socio-genèse de la science politique, de la guerre et de l'État, mais quand même, il s'agit de la plus jeune des disciplines représentées dans ce panel. Et très souvent, on dit que pour être poli, que c'est une discipline carrefour. D'autres diront que c'est une discipline charognard, qui n'a pas d'objet spécifique. Donc, ce positionnement carrefour mérite d'être explicité, il me semble. Et le deuxième point, pour arriver à l'essentiel, quels sont les défis pour l'universitaire à transmettre ces concepts et pourquoi le monde a changé à ce point-là et pourquoi ça nous fait perdre un certain nombre de repères. Premier élément sur la science politique d'où je parle. La science politique est définie dans le cas français comme une science sans savant. C'est le paradoxe de sa naissance, je reprends l'expression de Brigitte Gaëti. En fait, la science politique en France est institutionnalisée par paliers suite aux grandes défaites. C'est la création de Sciences Po en 1872, la création de l'ENA en 1945. Donc en gros, il s'agit de réformer les élites politiques et administratives en situation de défaite. Je suis sur un schéma très franco-français. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, la science politique et les relations internationales émergent dans des contextes tout aussi guerriers, mais bien plus tôt, bien évidemment. C'est aussi la science politique une science de conseiller du prince.
On est ici dans l'héritage du réalisme machiavélien, d'écrire le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et ce stigmate, on le retrouve encore aujourd'hui. Le politiste est considéré comme un conseiller du prince. Quand on voit toutes les initiatives de rapprochement entre l'armée et l'université, j'en ferai pas la liste ici, mais ceux qui sont au centre, c'est les politistes, pour le pire ou pour le meilleur d'ailleurs. Mais très souvent, on leur assinue une position de traducteur vis-à-vis des politiques publiques ou du pouvoir politique. Et donc, pour être très radical, je ne suis pas sûr que la science politique est un quelconque objet spécifique. C'est quoi l'objet de la science politique? C'est le pouvoir, les relations de pouvoir. Alors, je ne suis pas du tout en train de tirer une balle dans le pied de ma discipline, c'est pour moi ce qui fonde son charme, bien évidemment, mais je serais bien en peine de vous dire qu'est-ce qu'étudie la science politique par rapport à mes collègues historiens, géographes et juristes. Et du coup, la science politique, en particulier à Paris 1, mais pas que, a émergé en s'arrachant de la tutelle du droit, de la philosophie et de l'histoire. C'est ce qui fonde son identité. Et encore aujourd'hui, notre identité se fait en grande partie contre les juristes ou avec les juristes. Pour ce qui est de ma génération, c'est très simple. J'appartiens à une génération qui n'a physiquement connu que le monde de l'après-guerre froide. Je suis d'une génération qui connaît l'interventionnisme. Alors désolé pour cet euphémisme, mais l'interventionnisme, ce n'était pas un euphémisme il y a encore 3 mois. C'était la réalité des conflits qu'on nous décrivait. On parlait d'intervention internationale. Moi, quand j'entreprends ma thèse, donc c'était au milieu des années 2000, 2005, 2006, mon directeur de thèse me dit, avec une thèse sur la guerre, une thèse sur la stratégie, vous vous condamnez à n'avoir aucun poste à l'université. Heureusement ou malheureusement, je passe mon concours entre Charlie et le Bataclan. Dans un UFR de sciences politiques, il se rend compte qu'il n'a aucun spécialiste de la guerre et qu'il est en train de perdre des parts de marché considérables sur ce terrain-là. Je pense aussi qu'il faut arriver à dépasser les débats. Ça a été dit ce matin, il ne s'agit pas de tuer, de relire ou de redécouvrir Clausewitz. On tourne un peu autour de cette mécanique-là, je ne pense pas que ce soit l'enjeu. Et je rappellerai que les questions de retour de la compétition entre puissances, pour parler comme un stratégiste, on n'a pas attendu l'Ukraine et la Russie pour nous dire que c'est des guerres asymétriques. Non, en fait, c'est hybride. Non, en fait, c'est non conventionnel. Non, en fait, c'est un mélange des deux. Là, on ne va pas se mentir, on est vraiment en difficulté pour définir les termes. J'en arrive à mon deuxième point et j'aurai fini. C'est quoi le défi pour enseigner aujourd'hui guerre, État et souveraineté quand on est un politiste? Je pense que la première difficulté, c'est d'arriver à analyser ensemble, j'ai bien dit ensemble, transformation de la guerre et recomposition de l'État. Les nouvelles guerres ont un impact sur les techniques de gouvernementalité. Les termes foucaldiens ont été utilisés ce matin, mais l'inverse est aussi vrai. En gros, on a les guerres qu'on mérite, d'une certaine façon, si je peux caricaturer. Le constat est assez simple. Pour les théoriciens comme les praticiens, sur les 30 dernières années, tous nos repères que l'on pensait séculaires ont volé en éclats. Il y avait des menaces externes, étatiques, assez bien définies. On attendait le long du Rhin. Et puis, il y avait des risques internes. Le chômage, le climat, etc. Aujourd'hui, dans une situation d'interpénétration des menaces externes et des risques internes. On avait cette dichotomie ou ce fameux continuum entre l'extérieur et l'intérieur. Les notions de victoire, les notions de défaite, les notions d'acteurs publics dans le conflit ou d'acteurs privés dans le conflit, parce qu'on parlait des motivations à l'engagement dans une guérilla, mais c'est quoi les motivations pour un soldat pour intégrer une armée moderne et conventionnelle? Sont-elles si éloignées de celui qui va prendre les armes pour les FARC? J'en suis pas convaincu. On a eu aussi, il faut souligner, une incapacité des stratégistes et des stratèges à qualifier positivement la conflictualité à laquelle ils doivent faire face. Guerre non conventionnelle, conflit asymétrique, contre-insurrectionnel, hybride. On n'est tout simplement pas capable de qualifier positivement la conflictualité qu'on a en face de nous. Je vous épargne guérilla, contre-insurrection, etc., guerre asymétrique. Enfin, toujours sur cette question de travailler ensemble, transformation de l'État et transformation de la guerre et recomposition de l'État, un dernier point, il faut arrêter, pour moi, c'est un point de vue très personnel, avec ces théories feignantes de l'adaptation. Les États s'adaptent à un environnement changeant. Comment on explique les réformes de la défense? On s'adapte. Comment on explique les sanctions économiques de l'Union européenne? Elle fait en fonction de ce qu'elle a. La meilleure façon pour une institution ou un acteur de s'adapter à son environnement, c'est encore de transformer son environnement. Donc je trouve ça très manichéen d'expliquer qu'on s'adapte à une conflictualité qui nous dépasse. Non, la conflictualité auquel on a à faire face nous ressemble. Et le dernier point, donc le premier défi, c'était ça, penser État, guerre et souveraineté ensemble. Évidemment, je n'ai pas la réponse à ces questions. Je pense qu'il faut concentrer nos efforts là-dessus. Le deuxième défi, ce qui me pose problème moi, en tant qu'enseignant, c'est le statut ontologique de l'international. Et j'en reviens aux gros mots très encombrants comme la mondialisation, comme l'anthropocène. Sommes-nous toujours à un moment de notre histoire, intellectuelle ou pratique, dans lequel il y a une claire dichotomie entre l'interne et l'externe? On a ce réflexe à regarder le national, on parlait des marchés, on regarde l'international au-dessus, et encore au-dessus, il y aurait Dieu. Je ne suis pas sûr que cette vision de l'international comme surplombant le national puisse nous permettre de travailler sereinement sur la recomposition de l'État.
Alors évidemment, je n'ai rien inventé, je pense aux travaux de Didier Bigot sur ces questions-là. Ce que je note aussi, c'est que dans nos disciplines, cette notion d'international, on l'a accolée sous forme d'épithète. Droit international, histoire des relations internationales, géopolitique pour la géographie et relations internationales pour les sciences politiques. On en a fait une sous-catégorie à part dans chacune de ces disciplines. Je pense évidemment, parmi ces grands mots valises, ces mots-clés, je pense à l'interdépendance, je pense à l'anthropocène et je pense à la mondialisation, autant de phénomènes qui nous invitent à considérer que l'inter ou le transnational n'est pas l'addition de champs nationaux. C'est autre chose qui se construit sous nos yeux. Et le dernier défi, c'est que ce phénomène est un phénomène contemporain qui se passe sous nos yeux. Lorsqu'en sociologie politique, on va lire du Bourdieu, on va lire du Elias, on va lire du Weber, on va lire du Durkheim, on nous explique que le propre des sociétés modernes, c'est d'être différencié en segments, en sous-champs. Mais c'est considéré comme un postulat. Pour Bourdieu, c'est le moteur de l'histoire, sans qu'il soit capable de nous expliquer pourquoi. Or, à l'échelle du globe, à l'échelle mondiale, on serait en train d'assister à l'émergence de champs, de sous-champs d'interdépendance, qui est un phénomène en train de se faire sous nos yeux, et non pas un phénomène déjà là. Donc voilà, je pense que les défis sont considérables, et le politiste que je suis ne pourrait pas faire grand-chose sans les collègues issus des autres disciplines. Merci beaucoup, Grégory. Merci d'avoir respecté le temps et d'avoir joué le jeu du béotien, découvrant les liens entre souveraineté et guerre. Alors je vais poser la même question à notre géographe. Est-ce que les géographes s'intéressent tant que ça à la guerre? Alors, donc, en ce qui concerne la géographie, petit point de définition, hein, attention, il y a la géographie politique et il y a ce qu'on appelle les situations géopolitiques, hein, éventuellement la géopolitique. Alors quand on fait de la géographie, on s'intéresse à l'espace, hein, comme construction sociale. Lorsqu'on s'intéresse à la géographie politique, on s'intéresse à la localisation, la distribution, l'extension de tout fait politique, hein, la surface de la Terre, voilà, et au rapport entre les faits politiques. Voilà, dans le cadre de ce qu'on appelle l'espace géographique, qui est une construction sociale. Et puis il y a la géopolitique, ou alors des situations géopolitiques qu'on analyse, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on a deux ou plusieurs acteurs en compétition, en rivalité pour l'usage, la possession, le contrôle d'une portion d'espace, quelle soit. Alors ces éléments de définition étant posés, on peut donner quelques éléments de réponse. D'abord, en géographie, on ne peut pas dire que la guerre soit un sujet qui est dans le top 10 des préoccupations des géographes. Quand vous regardez aujourd'hui passer au CNU les sujets de thèse, environnement, pollution, ville, îlots de chaleur, etc. C'est ça les sujets qui intéressent les géographes, géomorphologie, archéologie géographique, etc. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les gros sujets. La guerre, ça intéresse un peu de gens, il y en a dans la salle d'ailleurs, 3-4 qui sont présents, voilà, mais c'est vraiment pas le sujet numéro un. Deuxièmement, il y a un moment où la géographie s'est intéressée à l'État, notamment à travers les travaux d'un certain nombre de gens qui faisaient de la géographie politique, qui sont intéressés à la jeunesse de l'État, des gens comme Hartshorne, etc. C'était dans les années 50, 60, etc. Mais l'État en tant que tel n'est pas non plus un sujet d'étude centrale de la géographie. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, Stéphane, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, Yann? Donc, en fait, rien. Ma place n'est pas vraiment ici, mais je peux quand même apporter quelques éléments de réponse quand même à cette question. D'abord, la géographie ne se pose pas la question dans ces termes. La guerre est-elle encore l'expression de la souveraineté de l'État? Les géographes donc observent la guerre d'une certaine manière qui les amène indirectement à s'intéresser à la question de la souveraineté. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors comment les géographes étudient-ils la guerre ou étudient-ils la guerre ou les conflits violents? En fait, il se pose des questions de géographes. D'abord, comment expliquer la localisation et la distribution spatiale des conflits? Quelle est l'extension des conflits, éventuellement leur géographie interne? Quels sont les effets géographiques des conflits? Et un conflit, surtout s'il est violent, peut être en effet un facteur d'organisation, de réorganisation de l'espace. Autre question, dans quelle mesure l'organisation de l'espace détermine-t-elle la dynamique spatiale d'un conflit? Dans quelle mesure l'environnement, en tant que système, peut-il déterminer l'organisation, la dynamique spatiale d'un conflit? Quelles sont les causes géographiques des conflits violents? Voilà, et éventuellement, quelles sont les représentations géographiques qui peuvent s'entrechoquer et qui peuvent être à l'origine d'un conflit? Voilà, mais souvent,
l'État n'est pas étudié en tant que tel. Alors, le thème de la souveraineté transparaît ici ou là dans l'approche spatiale. Dans certains questionnements géographiques, par exemple, comment les conflits armés se déploient-ils dans l'espace géographique? Vont-ils transgresser ou pas les frontières? Quels sont les acteurs qui transgressent ces frontières? Dans quelle mesure, comme je le disais ce matin, un conflit est-il intra, sub ou trans? Et trans éventuellement, puisque la plupart des conflits aujourd'hui sont intra, sub et trans et inter. Ils sont tout à la fois, voilà. Ce qui rend leur caractérisation particulièrement compliquée. Voilà, donc de fait, les géographes étudient le rapport entre la guerre, le territoire, l'État, mais ils ne se posent jamais la question, je dirais, en tant que telle. Ils ne la prennent pas à un niveau théorique. Ils vont étudier des situations, sachant que la géographie n'est pas une discipline qui monte beaucoup en théorie. Ça, c'est un fait, ce n'est pas la discipline la plus théorisante du monde, contrairement à la science politique, par exemple, au droit, dans une certaine mesure, qui sont des disciplines très théorisantes. Voilà. Alors, néanmoins, même si on ne monte pas en théorie, comme je le disais, les géographes observent des situations sur le terrain. Et donc, je vais aborder là très rapidement, en quelques minutes, quelques exemples. D'abord, il y a un intérêt très fort pour les conflits qui transgressent le maillage des États et donc les limites frontalières. Avec beaucoup de travaux, mais évidemment il y en a plein d'autres que je ne cite pas, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été écrits depuis le début des années 2000 sur les guerres, par exemple en Afrique. Alors un des derniers exemples de travaux suivis dans le temps sont les travaux, parmi beaucoup d'autres, évidemment, j'insiste, ça n'est pas exhaustif, d'Emmanuel Chauvin, collègue de Toulouse, qui travaille beaucoup avec Jérôme Agrin, collègue de Paris 1, qui étudie les flux transfrontaliers de combattants irréguliers qui connectent, par exemple, des zones de violence en République centrafricaine et un certain nombre d'autres zones qui se trouvent dans le nord de l'Afrique centrale. Ils observent des flux de spécialistes des métiers des armes qui circulent d'un pays à l'autre, des mercenaires tchadiens, congolais, soudanais, etc., qui changent de lieu, qui changent de métier, qui changent de fonction, etc. C'est tout à fait intéressant et qui reconstitue les itinéraires géographiques de ces acteurs. Par ailleurs, ils étudient l'invisibilisation des flux commerciaux dans cette partie de l'Afrique à cause de la guerre. Il y a tout un tas de flux marchands commerciaux qui pour persister, perdurer, sont obligés de se cacher, en fait, et donc des flux commerciaux transfrontaliers donc, et internationaux. Voilà, donc ça c'est un exemple. Autre exemple, il y a un intérêt très, très grand, cette fois, pas seulement pour le déploiement transfrontalier des acteurs de la guerre, ou de la guerre tout simplement, mais un intérêt très fort pour la frontière. Les géographes s'intéressent beaucoup à la frontière. Je peux mentionner là les travaux, là c'est une doctorante dont je suis le travail, qui travaille en ce moment sur la manière dont on est en train d'essayer de construire ce qui était une limite administrative intra-géorgienne, la limite entre la Géorgie et l'Abkhazie, comment on est en train de la reconstruire pour en faire une frontière internationale, alors que l'Abkhazie, en droit, n'est pas un État. C'est un pseudo-État, pour reprendre la terminologie de nombreux géographes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a d'un côté l'Abkhazie qui essaye de mettre en scène sa souveraineté après une guerre, donc en montant en épingle, en mettant en exergue, en affichant, en mettant en scène la frontière, alors que de l'autre côté, la Géorgie essaye de développer ces régions frontalières qui sont de son côté de la limite pour ne pas en faire des cul-de-sac et des zones de marginalité socio-économique, mais sans afficher la frontière, puisque pour la Géorgie, ça n'est pas une frontière, c'est une simple limite. Donc on a là une situation sur le terrain qui est tout à fait intéressante de construction d'une nouvelle frontière internationale à partir de ce qui était une limite administrative et avec deux acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Troisième type d'approche, parmi beaucoup d'autres, des approches critiques. Il y en a beaucoup. Il y a deux qui ont fait date là, dans les années 2000. Il y avait un article très intéressant de Michel Fouché sur ce qu'on appelle l'arc de crise, qui serait une sorte de très vaste complexe conflictuel régional dans lequel on a des conflits qui initialement sont séparés mais qui finissent dans une dynamique transfrontalière par s'interconnecter et donnant lieu à l'émergence d'une grande région qui fonctionnerait comme une région fonctionnelle qui serait un complexe conflictuel régional. Donc là, Michel Fouché a beaucoup réfléchi là-dessus en montrant que ces conflits en réalité sont très séparés, que ce sont des théâtres différents en réalité. Donc il y a là une illusion de disparition en réalité de la logique nationale en se disant qu'on a des logiques transnationales qui sont en train de faire émerger cet espace qui en réalité n'existe pas, qui est une vue de l'esprit, c'est une construction discursive.
Il y a aussi un autre article qui est souvent utilisé, c'est l'article alors d'Amael Katarudza qui est ici, voilà, sur les zones grises. Hein. Voilà, les zones grises, ce sont typiquement des espaces entre guillemets nationaux où le gouvernement a perdu le pouvoir, hein, il n'exerce plus sa souveraineté, mais donc on a tendance à se dire, voilà, il y a de la guerre parce que le gouvernement a perdu le pouvoir dans ce qu'on appelle des zones grises. Et ce sont donc des États faillis, des failed states. Alors Amael Katarudza, en parlant notamment de l'ex-Yougoslavie, du Kosovo, montre qu'en réalité, ces zones grises sont totalement instrumentalisées par les États. En réalité, totalement. Et elles font partie intégrante du système international. Donc je ne reviens pas sur ces arguments. Si ça vous intéresse, vous pourrez poser des questions. Voilà, à l'auteur de l'étude, il est ici. Je termine avec un objet très intéressant qu'étudient les géographes, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. C'est le cyberespace, évidemment, avec 2 ou 3 grandes questions. Comment, dans le cyberespace, qui n'est pas vraiment un espace, qui est virtuel, comment construit-on la souveraineté, puisqu'on est là dans un monde extrêmement fluide, où les frontières sont transgressées. Alors, il y a plusieurs manières de faire, et ces manières de faire, évidemment, donc, elles peuvent avoir un caractère éventuellement conflictuel, et elles peuvent se donner à voir dans le cadre d'un conflit. On voit bien que, par exemple, la Russie essaye de construire une souveraineté de son espace cyber. On sait que sur les 1 million 400 km de câbles qui existent dans le monde, hein, il y a donc des câbles partout qui relient tous les pays. Il y en a seulement 4 qui relient la Russie au reste du monde. Donc c'est une façon pour la Russie de faciliter le travail de filtrage et de contrôler les entrées et les sorties. Voilà. Mais néanmoins, c'est compliqué de construire la souveraineté dans cet espace très particulier. Alors, les géographes s'intéressent à la manière dont les acteurs qui interviennent dans le cyber conçoivent, construisent, essayent de défendre la souveraineté, voilà, avec d'autres spécialistes, d'autres disciplines. Et ils étudient aussi, alors ça c'est une étude assez récente, qui est sortie dans un numéro spécial de la revue EcoGéo, il n'y a pas très longtemps, de Pétignot et Salamatian, qui s'intéresse au routage des données. Le routage des données, c'est intéressant parce que comment une requête, lorsqu'elle est envoyée, comment circule-t-elle ? Vers quel serveur va-t-elle? Où se trouve le serveur qui va traiter cette demande? Voilà, ça c'est très intéressant. Et donc il y a un certain nombre de géographes, donc là ce sont des gens de l'Institut français de géopolitique, hein, donc de Paris 8, hein, qui travaillent là-dessus, qui sont très costauds dans ce domaine. Hein, alors Frédéric Douzet, mais Kevin Limonier aussi, puis d'autres personnes. Hein. Et donc là, dans le cadre du Donbass, on voit bien un très net décrochage du routage des données et des requêtes émises à partir du Donbass, qui autrefois était noyé dans un ensemble de requêtes très ukrainien national et qui petit à petit s'est complètement décroché, à l'instar de ce qui s'est passé depuis l'Ukraine, hein, pour aller s'accrocher à des routeurs qui se trouvent dans le territoire russe. Et donc on voit petit à petit la souveraineté transgressive de la Russie s'installer dans l'est et dans le sud du territoire ukrainien en observant la circulation des données et des requêtes sur Internet. Voilà. Et je conclus en disant que les géographes pratiquent de plus en plus l'interdisciplinarité. Hein. Un des grands thèmes qui donne lieu à des approches interdisciplinaires, c'est le thème de la construction de la sécurité, hein, par exemple. Hein. Il y a pas mal de thèses qui sortent sur la sécurité dans l'Arctique, sécurité dans le bassin interaméricain. Donc Sylvain Domergue ici nous en parlera aujourd'hui ou demain peut-être. Et donc on voit bien comment en essayant de co-construire la sécurité avec des États voisins, comment la co-construction régionale de la sécurité est-elle ou n'est-elle pas un levier d'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est un concept très très Sciences Po, un peu juriste, beaucoup économique, et les géographes sont en train de se ressaisir de ça pour voir comment on construit régionalement de la sécurité, si c'est un levier d'intégration. Donc là, il y a tout un chantier interdisciplinaire qui va vraisemblablement donner lieu à beaucoup d'études. Merci. Merci beaucoup, Yann. Alors, un des mots-clés, c'était notamment la frontière pour le géographe. Donc, on va franchir une dernière frontière, celle qui nous mène vers le droit, avec l'intervention de Jean-Christophe Videlin. Le temps d'admettre... Voilà, il faut que tous les micros soient bien éteints, mais j'ai l'impression que c'est le cas. On peut y aller. Voilà, donc place aux juristes. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. Monsieur le Président, merci pour votre invitation pour participer à ce colloque.
Et à la question qui m'a été posée sur la guerre est-elle encore l'expression de la souveraineté pour l'État, au regard du juriste, j'ai apporté plutôt des éléments de fond plutôt que des éléments de méthodologie, en vous expliquant bien évidemment que les juristes ne peuvent pas faire abstraction de l'histoire, ne peuvent pas faire abstraction évidemment de la science politique sur un certain nombre d'éléments de compréhension, mais pas davantage de la philosophie et notamment du travail de certains philosophes grecs. Je pense évidemment à Cicéron, mais nous en reparlerons certainement une prochaine fois. La question de la souveraineté, nécessairement, c'est avant tout apporter une définition de ce qu'est la souveraineté. Le juriste a une obsession, c'est d'abord de définir les termes pour ensuite de les caractériser. La souveraineté, c'est, pour résumer, Baudin, Jelinek notamment, c'est la compétence de la compétence. Or, premier élément de difficulté, c'est que la souveraineté n'est pas une, mais elle est duale. La souveraineté est en effet une forme internationale et une forme nationale. On parle de souveraineté internationale, de souveraineté interne. La souveraineté internationale, c'est la relation entre l'État et les autres États avec un principe d'égalité. Il n'y a pas un État plus puissant qu'un autre. Et je précise, il n'y a pas davantage une organisation internationale qui serait plus puissante qu'un État. Nous y reviendrons. Et puis, il y a la souveraineté interne. La souveraineté interne signifie que l'État, l'autorité étatique, est en revanche l'autorité suprême, supérieure, par rapport à l'ensemble des personnes juridiques qui existent dans ce territoire, les personnes physiques, les personnes morales. Vous voyez ici une forme de distorsion. D'un côté, vous avez une égalité, de l'autre, vous avez une suprématie. Maintenant, par rapport à la question de la souveraineté en tant qu'expression de la guerre, eh bien pour y répondre rapidement, il nous faut considérer que s'il y a une souveraineté en lien avec la guerre, ça signifierait que l'État a la maîtrise et la capacité à faire la guerre. Maîtriser, c'est-à-dire y compris empêcher de faire la guerre. Et on peut estimer que originellement, cette capacité à faire ou à interdire la guerre était un enjeu existentiel de l'État. A été évoquée tout à l'heure l'idée de la consubstantialité entre l'État et la guerre. Nous n'en sommes pas loin. Mais que désormais, au contraire, cet exercice de la guerre est empêché. Voyons ces deux éléments. Originellement existentiel, en effet, le roi, en France, mais pas que, prenons l'exemple français, le roi devient autorité politique unique centralisée dans sa capacité à empêcher les seigneurs de faire la guerre. Et c'est notamment avec l'ordonnance de 1258 de Saint-Louis, qui pour la première fois interdit les guerres privées, que l'on peut considérer qu'il y a véritablement un pouvoir central royal, un pouvoir étatique. Parce que le roi est un guerrier, il est l'unique guerrier. Il empêche la guerre. Il autorise la guerre, évidemment, pour son intérêt, très souvent. Plus tard, cette idée sera théorisée notamment par Max Weber, avec la fameuse formule du monopole de la force légitime. C'est une forme de concentré de toute l'histoire des États, je dirais, occidentaux, libéraux, l'idée que l'État ne peut être détenu que par un, expression de sa puissance, expression de sa légitimité, car ne l'oublions pas, pourquoi y a-t-il des rois originellement ? Parce qu'il y a un individu qui détient la force, la puissance, d'imposer sa puissance physique à un groupe d'individus, d'une part, et d'autre part, à empêcher une autre menace puisse gagner le pouvoir. Et nous sommes dans un pur rapport de force. Second élément, c'est qu'il y a évidemment derrière un discours politique. Il ne faut jamais l'ignorer dans le droit, parce que la construction juridique, y compris dans le droit constitutionnel, est toujours empreint évidemment d'un discours politique. Évidemment, on pense à l'influence du général de Gaulle dans la construction du droit constitutionnel français, évidemment de la Ve République, mais de sa construction politique par rapport aux questions de défense nationale. Il a été général, si vous voulez, nécessairement, ça marque son homme. Et donc, il considérait qu'il était indispensable que pour qu'un État soit État, eh bien, l'État soit indépendant. Et dans l'esprit du général de Gaulle, l'indépendance, c'était l'indépendance militaire. Et par conséquent, c'est la
Selon lui, la première raison d'un État, la raison d'être d'un État, c'est la défense nationale. Dans une certaine mesure, on peut considérer que cette idéologie va ensuite imprégner l'histoire d'un certain nombre d'États, et pour le constitutionnaliste, ça permet d'apporter un certain nombre d'éléments de distinction, notamment simplement sur la logique de la dictature. Une dictature militaire, un État non libéral, non démocratique, c'est notamment le fait que le pouvoir a été acquis par la force, sans élection. C'est aussi, et si on glisse vers le champ de la science politique, sur la question de l'histoire, on peut considérer que certains États se sont construits sur la force, sur la guerre. On peut dire historiquement que nombre d'États, prenez le cas des dictatures d'Amérique du Sud ou en Grèce dans les années 70, se sont fondés sur la guerre. Et puis un peu plus récemment, d'une certaine mesure, la Corée du Nord construit son autorité par l'usage, je dirais, de la puissance militaire, efficace ou pas efficace, mais en tout cas avec l'idée de la menace. Je ne parle évidemment pas de la Russie. Ceci étant, le modèle mis en œuvre depuis la Seconde Guerre mondiale, et ça a été évoqué par ma collègue, c'est évidemment l'objectif d'empêcher l'exercice de la souveraineté, si je puis dire, de la souveraineté militaire. Voilà l'objectif du droit des post-Seconde Guerre mondiale. Cette expression de puissance est donc désormais empêchée en droit constitutionnel, et on va dire en droit interne, et puis en droit international. En droit constitutionnel, mais là je n'ai pas développé, juste souhaité le faire, mais je sais qu'il y a une intervention, donc je n'ai quand même pas dévoilé la réflexion. C'est évidemment le modèle, je le dis tout de suite, plein d'illusions, mais non pas moins en termes de doctrine. C'est l'objectif, c'est la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. C'est l'idée un peu j'allais dire simpliste, ça serait vraiment faire offense à Cicéron et à Oriou et Duguy, mais simplement pour dire qu'il y a une construction doctrinale selon laquelle, comme l'autorité civile va avoir l'empreinte sur le pouvoir militaire, c'est donc casser le modèle historique de l'État, puisque finalement le pouvoir ne s'exerce pas par la force brutale, les barbares, mais par une démocratie libérale éclairée, la réflexion, la puissance intellectuelle suffira bien amplement. Bon, c'est une illusion, bien naturellement, mais je ne vais pas plus loin. Victor Hugo pensait à cela, il disait « ôtez l'armée, vous n'aurez plus la guerre ». Non, sinon ça serait trop facile. Et puis vous avez également le droit international. Alors le droit international prend plusieurs formes. La première forme, il ne faut pas l'oublier, c'est parfois des traités internationaux qui vont imposer à un État finalement d'être cantonné. Prenons deux exemples. Premier exemple, c'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande, et notamment la loi fondamentale de 1949, va cantonner l'exercice militaire. L'armée allemande ne peut pas exercer pleinement l'ensemble de ses attributions comme une autre armée. Pourquoi ? Parce que l'objectif est de faire en sorte que l'armée allemande ne s'exporte pas, comme elle a pu le faire évidemment malheureusement durant deux conflits précédemment, donc on la cantonne. Dans une certaine mesure, on contraint la souveraineté d'un État. Et puis le second exemple, là encore post-Seconde Guerre mondiale, c'est le Japon. L'armée japonaise est une armée d'autodéfense. Là aussi, dans l'objectif d'éviter tout expansionnisme international, brutal, agressif de l'armée, ce sont des contraintes de souveraineté. L'État n'a plus la compétence de la compétence. Il ne peut plus faire comme il le souhaite. Et puis, un peu plus généralement, le droit international va adopter des principes internationaux, on va dire, mondiaux, c'est-à-dire au sens qu'ils doivent normalement s'appliquer à l'ensemble des États. C'est notamment le principe du droit à la guerre, pour dire autrement les choses, le droit international public fondé sur la Charte des Nations Unies. Je n'évoque pas le pacte Kellogg-Briand et évidemment les accords de la SDN, pour préciser que l'objectif, c'est d'interdire la guerre, sauf légitime défense, première exception, sauf décision, délibération du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un des rares exemples où on peut considérer qu'il y a une forme de suprématie internationale, mais très honnêtement, on peut quand même, quand on regarde en détail, en douter. Mais non pas moins que vous avez ici l'expression d'un cantonnement de la souveraineté. L'État ne peut donc plus faire la guerre comme il le souhaite. C'est une
irrégularité, une non-conformité au droit international de vouloir faire la guerre. Certes, il y a des exceptions. Et bien évidemment, le droit de l'exercice de la guerre par de la Russie contre l'Ukraine ne signifie pas pour autant que c'est la seule exception, bien naturellement. Et puis, la dernière exception, c'est restriction, c'est le droit de la guerre. En d'autres termes, il y a des modalités, si vous faites la guerre, il y a des modalités à respecter. Vous ne visez pas les civils, vous n'utilisez pas l'arme nucléaire, sauf dans certains cas, vous n'utilisez pas les armes chimiques, les armes biologiques, etc. etc. En d'autres termes, il y a un art de la guerre. Il faut respecter un art de la guerre. C'est aussi une forme de restriction à l'exercice de la souveraineté. Oui, on peut donc considérer, dans une certaine mesure, que la guerre n'est plus vraiment l'expression de la souveraineté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Christophe Villain. Bien, écoutez, de manière exceptionnelle, nous avons respecté chacun le temps qui était imparti. Donc, on va pouvoir prendre des questions de la salle. Oui, merci. Alors effectivement, je saisis la perche qui a été tendue, je crois, par mon cher collègue. C'était volontaire, j'imagine. Effectivement, non, en fait, j'aurais plusieurs pardon, oui, il faut que je me présente. Donc je me présente, oui, Luc Klein, professeur de droit public à l'Université Reims-Champagne-Ardenne. Et j'ai fait ma thèse justement sur le contrôle civil de la force armée, donc forcément j'ai des choses à dire sur la question. Mais on pourra, je pense, y revenir surtout demain lors de la table ronde. Donc je vais garder mes remarques pour cela. Mais j'aimerais juste revenir sur votre conclusion quand finalement vous utilisez le droit international public comme argument pour dire que la guerre n'est plus l'expression, en tout cas que la souveraineté de l'État est encadrée. Et de ce point de vue-là, je me demande s'il ne faudrait pas tout simplement être un positiviste un petit peu borné, j'ai tendance à l'être, en disant que oui, c'est peut-être ce que pense le droit international public, mais le droit constitutionnel, c'est pas son cas et il s'en fiche. Je veux dire, du point de vue du droit interne, du point de vue du droit constitutionnel interne, dans tous les États, la guerre reste une expression de la souveraineté de l'État et l'État fait la guerre s'il en a envie. Et la Russie le démontre totalement. Mais même demain, la France pourrait le démontrer également. Il suffit simplement de changer notre constitution, qui est la première expression de la souveraineté, et il n'y a pas le moindre début du commencement d'un problème. Donc en fait, le droit international peut bien... Et d'ailleurs, le droit international, sauf si je me trompe, mais ne dit pas que l'interdiction de la guerre est une limitation de la souveraineté de l'État, parce que justement, oui, bien sûr, parce que justement, il repose sur le fait que c'est une limitation qui est consentie, et donc qui est l'expression, enfin ça c'est le problème du droit international, c'est qu'il va dire que la limitation de la guerre est l'expression même de la souveraineté de l'État, c'est parce que l'État est souverain que lui seul peut décider de s'auto-limiter en signant les conventions et tout ça. Donc c'est un peu un raisonnement un peu étrange, mais en tout cas du point de vue du droit interne, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, et je pense, moi j'aurais tendance à répondre de manière un peu provocatrice, mais très, très certainement oui à la question. Et justement, il y a dans les différentes traditions, et après, promis, je m'arrête, dans les différentes traditions constitutionnelles occidentales, il y a des justifications théoriques. Par exemple, dans l'histoire française, la justification du fait que la guerre est une expression de la souveraineté de l'État, elle est totalement liée en fait à la tradition républicaine française de souveraineté nationale, qui dit qu'en fait, la prérogative ultime du souverain, c'est de se défendre lui-même. En France, le souverain, c'est la nation, donc se défendre soi-même, c'est la défense nationale. Et dans la tradition républicaine française, la nation est incarnée par l'État et incarnée exclusivement et totalement par l'État. Et donc, c'est l'État, incarnation de la souveraineté nationale, qui fait la guerre en se défendant par la défense nationale. Donc il y a même tout, c'est même consubstantiel en fait à l'idée de l'État, en tout cas dans la tradition française. Voilà, c'était juste... Est-ce que c'est pas l'argument de la défense qui peut couvrir une guerre d'agression, enfin on est en train de le vivre, qui serait suffisant pour intégrer la guerre à l'exercice de la souveraineté, parce que là du coup c'est que de la rhétorique. Il suffit de dire que voilà, les Ukrainiens sont d'infâmes nazis et qu'on se défend contre eux, mais toute la rhétorique hitlérienne était strictement la même. Le Troisième Reich se sentait menacé par ses ennemis et rendait légitime
une défense qui était en fait une agression, voire une pure visée de conquête. Donc est-ce que la rhétorique est au-dessus du droit, du coup? Non, mais juste pour... mon collègue Klein interviendra, complétera. Juste pour dire que je partage totalement son analyse, mais c'est vrai qu'on est dans le champ d'une discussion qui quasiment relève de la doctrine et de la théorie de la hiérarchie des normes. Hein. C'est un enjeu assez complexe, en considérant que dans une certaine mesure, effectivement, les États l'ont consenti, mais ils l'ont consenti parce qu'ils voulaient participer à un modèle de sécurité collective, et notamment, dans une certaine mesure, à la fois reconnaître à chaque État sa souveraineté de toujours faire la guerre, et notamment l'article 35 avec le pouvoir reconnu en l'occurrence au législateur de déclarer la guerre. On ne lui retire pas ce pouvoir, bien évidemment, et dans une certaine mesure aussi, le même législateur, dans une certaine mesure, où la souveraineté populaire a voulu faire, a pour ambition, au niveau international, de ne pas l'exercer. Et on est dans une forme de schizophrénie. C'est-à-dire, je veux conserver ce pouvoir, mais je vais faire en sorte de mettre en place des garde-fous pour faire en sorte que je ne l'exerce pas. Donc c'est évidemment, d'un point de vue doctrinal, bien évidemment, j'insiste bien, il y a une part de question purement doctrinale sur ce qu'est la hiérarchie des normes et la construction entre le droit interne et le droit international. Mais ceci étant, ça peut vous paraître un paradoxe, je ne suis pas en désaccord avec mon collègue, bien au contraire, je complète son raisonnement, mais juste pour vous dire à quel point nous sommes, dans une certaine mesure, sur un chemin de crête qui fait dire qu'à la fois il y a bien un encadrement de la souveraineté et en même temps c'est un encadrement qui est finalement accepté, voulu même par les États, hein, ce qui peut apparaître dans une certaine mesure lorsqu'on on développe la question de la souveraineté comme évidemment un sujet un peu paradoxal et un peu parfois subtil dans une certaine mesure en termes pratiques à bien évidemment comprendre. Et l'autre élément, c'est aussi au niveau de la charte des Nations Unies, c'est dans une certaine mesure, c'est éviter que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale se reproduise. Dans une certaine mesure, c'est aussi empêcher le déroulement d'un conflit tel que dans une certaine mesure, alors les pessimistes vont dire tel que ça a fonctionné entre 1945 et 2022, et le système n'a plus fonctionné en 2022 parce que la Russie décide d'envahir l'Ukraine pour d'autres raisons, mais qui ne sont pas plus valables que celles de 1939. Alors on peut considérer que le système est à la fois a été efficace pendant plus de 70 ans, quasiment, 80 ans même on va dire, et puis de l'autre, considérer que ce système est arrivé au bout du chemin, qu'il faut en inventer dans une certaine mesure à nouveau. Mais on est dans le jeu de l'équilibre. C'était faire en sorte de donner les conditions à l'impossibilité de recourir à la force. C'était ça un peu l'objectif. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne en permanence. C'est un peu la même chose qu'on évoquait le fait nucléaire. L'arme nucléaire fonctionne jusqu'au jour où quelqu'un appuiera sur le bouton. Et là, on dira, ça n'a jamais fonctionné. On pourra dire, oui, mais ça a fonctionné pendant 4... Enfin, je serais tenté de vous dire, j'espère que ça fonctionnera pendant 255 ans. Puis là, malheureusement, ça ne fonctionne plus. Dans une certaine mesure, on est dans ce même type de raisonnement. Le droit n'est que une norme. C'est du papier. C'est l'être humain qui décide de le respecter ou pas le respecter. C'est le même niveau que de franchir ou non une ligne blanche. C'est de la volonté humaine. Oui, 3 questions, commentaires. D'abord, Alia, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, merci. J'ai été très intéressée par l'idée des guerres non pas comme expression de la souveraineté, mais comme déplacement et reconfiguration des souverainetés. Et on a quand même le sentiment que cette reconfiguration, elle est politique, elle est géographique, elle est militaire, elle est culturelle, elle est religieuse, elle est ethnique. Et donc, je pense que là, il y a un point extrêmement intéressant qui rééclaire l'ensemble de la table ronde. Yann, ce n'est pas une question qui était adressée, mais il y a un mot qui n'a pas été prononcé. Alors, c'est peut-être dans ma discipline. J'ai le tort d'être économiste, je dois être à peu près la seule ici. C'est l'expression d'expertise. Et donc, en t'écoutant, je pensais que les géographes et les anthropologues européens et anglo-saxons, pas tellement les Français, même s'il y a eu un numéro spécial, je ne sais pas quoi, dans une revue de géographie récemment, ont travaillé sur les traveling models, c'est-à-dire ces modèles d'expertise sur la guerre, sur le développement, sur la croissance, surtout qui se promènent et qui ne viennent pas vraiment du pays d'origine, qui ne s'appliquent pas aux pays où ils sont destinés, qui sont
in the world between them, c'est le truc. Et donc là, il y a quelque chose je pense que sur la question des guerres, et on le voit sur l'Ukraine, la question de l'expertise demande à être analysée à nouveau frais. Et puis pour Jean-Christophe Hidelin, j'ai quand même une question. Vous avez cité cette phrase de Victor Hugo que tout le aime. Je me demande si aujourd'hui on ne peut pas l'inverser. Ôtez l'armée, vous n'aurez plus la guerre. Ôtez la guerre, en ce moment, vous n'avez plus d'armée. Il n'y a pas vraiment de question. Je ne sais pas si je peux répondre à ta question, mais je ne peux qu'aller. Je ne peux qu'aller dans ce sens, effectivement, c'est des reconfigurations. Mais je pourrais prendre juste un exemple pour appuyer mon propos, parce que j'ai été très vite sur ces reconfigurations de souveraineté. C'est que on a, par exemple, au moment du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, au moment de l'opération Torche, le 8 novembre 1942, on ne sait plus qui est l'autorité. Et voilà, l'armée d'armistice, enfin, ne sait pas si elle doit combattre les Américains, enfin elle en reçoit l'ordre, elle ne sait pas si elle doit au contraire déposer les armes pour permettre la libération, et on ne sait plus qui est pilote à bord. Est-ce que... Alors de Gaulle n'est pas là, Giraud arrive en retard, finalement c'est Darlan qui est adoubé par les Américains. Donc là on voit très bien ce que c'est que le problème de territoire hors souveraineté, où on ne sait plus sous quelle souveraineté ils sont, et ce que l'occupation et surtout la collaboration d'État fait à la notion même de souveraineté, pour aller très vite. Pardon, sur la circulation des modèles et sur l'expertise, je suis bien embêté pour te répondre. En fait, le problème, c'est que la géographie s'inscrit dans une espèce de pyramide donc des condescendances académiques en France. Donc je vais être très bourdieusien, si tu veux. Les géographes, quand ils s'interrogent sur les situations géopolitiques, la guerre, etc., il y a des gens ici qui le font, ou la géographie militaire, on entendra Philippe Boulanger bientôt. Alors, lisent beaucoup les gens des autres disciplines. Les géographes écrivent des choses qui me semblent intelligentes, qui sont lues et citées par très peu de gens dans les autres disciplines. Et les géographes, l'avantage, c'est que c'est des gens qui vont, avec leurs petits pieds, marcher sur le terrain. Ils vont voir les gens sur place. Voilà. Et les anthropologues aussi. Voilà. Les ethnologues aussi, dans une certaine mesure, les ethnographes. Voilà. Donc il y a des gens, des sociologues aussi. Il y a des gens qui font de la sociologie politique aussi, qui vont sur le terrain. Voilà. Mais les géographes, donc, qui vont décrire des choses donc, de façon très circonstanciée, documentée, etc., ont une certaine expertise. Il faut quand même le rappeler, dans un autre registre, ça fait à peu près 50 ans que les géographes disent que ça peut être embêtant de construire une maison dans le lit d'inondation d'une rivière, par exemple, et avec des cartes géologiques à l'appui, des cartes d'inondation, etc. Voilà, et on les écoute pas. Voilà. Voilà. Alors, il y a des géographes qui ont écrit des livres importants sur la guerre. Voilà, alors Hérodote est-il géographe ou historien? J'en sais rien, ou un peu des deux. Il y a la géographie militaire, Philippe Boulanger. Lacoste, oui, Lacoste a écrit la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, puis il a lancé la revue Hérodote. Il y a Quincy Wright qui a écrit un grand livre, qui est un géographe sur la guerre, etc. Et on a Stéphane Rosière qui a écrit quelque chose sur la géographie des conflits armés et des violences. Voilà. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les ouvrages, sauf Hérodote peut-être, voilà, Lacoste qui a une réelle aura, voilà, ce ne sont pas les ouvrages les plus cités. Donc les géographes ont une expertise qui, dans la vaste circulation mondiale transnationale des modèles, ne circule pas beaucoup. Voilà, en tout cas, elle pourrait circuler plus. Et je ne dis pas ça sur le ton du Calimero, c'est un état de fait. Voilà. Je pourrais dire le contraire, Yann, parce que quand nous, on travaille sur les frontières, on se sert exclusivement des travaux des géographes. Oui, sur les frontières. Sur les frontières, oui, mais c'est une question cruciale, alors en termes de souveraineté évidemment, mais en termes de guerre aussi. Donc on est, nous, historiens, très lecteurs et même utilisateurs des géographes. Donc ne te fais pas plus modeste que tu n'es. Je n'ai pas compris la question d'Annie. Non, mais j'ai bien compris que c'était une boutade. Mais non, mais je sentais bien, au fond, la question. Je suis intervenu il y a un mois
dans le cadre d'un séminaire entre la souveraineté et l'armée. Et un des membres de l'auditoire m'a fait quasiment la même remarque que la vôtre. Je répondrai en disant que les militaires n'aiment pas faire la guerre. Ils n'aiment pas faire la guerre. Et très souvent, et prenez l'exemple russe, l'appareil militaire n'était pas très favorable à une opération militaire. Et la preuve en est, elle a été très mal préparée. En réalité, c'est souvent le pouvoir civil qui aime user du pouvoir militaire, parfois pour des raisons internes, parfois par méconnaissance, et pensant qu'on peut utiliser en claquement de doigts ces militaires qui ne se plaignent jamais. Le problème n'est pas de doter l'armée. Je dirais que dans l'idéal, il faudrait ôter dans chaque être humain cette volonté, consciente ou inconsciente, de vouloir imposer son point de vue, y compris par la force. Et la difficulté, elle est avant toute chose, c'est l'exercice du pouvoir. Et dans une certaine mesure, nombre de conflits s'expliquent avant toute chose par la volonté d'acquérir le pouvoir, de développer son pouvoir, de maîtriser son pouvoir, y compris par la force. Dans une certaine mesure, c'est revenir au modèle originel de la construction de l'État. Dans une certaine mesure, malgré les siècles, l'homme, avec un grand H, l'homme n'a pas beaucoup évolué. Et c'est peut-être, je dirais, un constat particulièrement triste et dramatique, et je dirais que les Ukrainiens le payent très cher actuellement. Merci. Alors moi, je vais profiter du privilège de présider la table ronde, peut-être pour interroger Grégory, si tu veux bien. Tu as beaucoup insisté sur la transformation de la guerre et ce que tu as appelé la recomposition de l'État. Alors, désolé de revenir à mes amours, mais l'Union européenne, est-ce que ça ne peut pas être un vecteur à la fois de transformation de la guerre et de recomposition de l'État, comme tu le laissais entendre en conclusion ? Merci Stéphane. Alors oui, l'Union européenne était un acteur de la politique internationale. Il y a encore 5-6 ans, en sciences politiques, avec Jan Manners, on réduisait l'Europe à une puissance normative, capacité à édicter des règlements, etc. Les événements récents nous font croire que l'Europe de la défense avance davantage en quelques mois que sur quelques années. Je trouve que cette histoire est un peu exagérée et galvaudée. Cette recomposition de l'État, on peut travailler en échelle. Donc, qu'est-ce qui se passe au-dessus ? Donc, évidemment, ça peut être l'Union européenne dans sa version supranationale et ou intergouvernementale. Mais la recomposition de l'État, c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur et en dessous, les régions et les villes. Donc ça, c'est la question de l'échelle. Sur la recomposition de l'État, là, l'Union européenne est un sujet intéressant. C'est aussi la question du public et du privé. Qui fait la guerre ? Même dans des armées modernes, de pays libéraux, démocratie de marché, sur les zones de conflit, il y a plus de non-étatiques que d'étatiques. Même les forces étatiques, type forces spéciales, DGSE, évoluent, que ce soit au plan légal, au plan économique ou au plan social, en marge de ce que peut produire la légalité. Donc la transformation de l'État, c'est une question d'échelle, au-dessus et en dessous. J'irai pas jusqu'au partage de souveraineté, j'irai plutôt sur la division du travail. Quand la France essaye d'expliquer à ses partenaires européens que le Sahel est la frontière sud de l'Europe, bon courage. Donc je pense que c'est avant tout un partage de souveraineté. J'y croirai le jour où on aura un porte-avions franco-britannique. On n'en est pas là. Donc l'échelle, je suis d'accord, ça change la donne, mais je regarderai aussi le subétatique. En sciences politiques, on parle de crise des allégeances citoyennes. Les individus s'en remettent à leur communauté, les villes font des jumelages, les conseils régionaux développent des diplomaties. Donc il y a cette question-là. Et je regarderai aussi sur la question de la nature des acteurs. Qui sont les acteurs qui mènent la guerre ? Il me semble de moins en moins étatique. Je ne parle pas simplement des menaces asymétriques des bandes armées au sud. Je pense des formes de riposte qui sont organisées depuis les pays du Nord. Donc cette question de l'Union européenne est importante. Elle était pour moi qu'une puissance normative. Et je vais ajouter un élément sur le cas ukrainien. J'ai du mal à comprendre comment les experts sur les plateaux de télévision peuvent prétendre 2 jours après l'intervention expliquer que Poutine a déjà perdu ou a déjà gagné. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que le problème de la guerre en Ukraine, c'est les dissonances cognitives. Chaque analyse va l'interpréter en fonction de ses croyances déjà là. Vous êtes libéral, vous croyez au doux commerce, vous pensez que la guerre est obsolète, qu'elle appartient à un monde dépassé et qu'une aventure isolée n'est pas tenable, alors vous allez croire aux sanctions européennes. Vous pensez que Poutine a déjà perdu sa guerre et vous croyez que le peuple ukrainien est devenu une nation grâce à Poutine. Si vous êtes de l'autre côté et que vous êtes convaincu que l'Union européenne n'est qu'un marché
et ne sera qu'un marché. Dans un monde multipolaire où il faut surveiller les Chinois, les Indiens, les Brésiliens et les autres, alors vous considérez que Poutine n'est pas en dehors du temps, mais qu'il est dans la logique du temps, et que finalement l'interdépendance et le doux commerce est une parenthèse enchantée de l'histoire, et qu'on en revient à l'état de nature caractéristique des relations internationales. Donc oui, l'Europe change la donne, ça se passe sous nos yeux, je regarderai au-dessus, je regarderai en dessous, et je regarderai pas que les échelles, je regarderai les types d'acteurs. Et dans l'Union européenne, oui, c'est des lobbies, c'est une recomposition des acteurs publics privés très intéressante, et qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'État en lui-même, français ou autre. Oui, merci. Et on le voit aujourd'hui aussi avec la question qui se pose sur l'état de nos industries de défense. Et quand tu parlais d'acteurs autres qu'étatiques, même si pour la France, évidemment, il y a le poids de l'État sur la machine industrielle, mais voilà, il y a certainement une pluralité d'acteurs à avoir en tête. Y a-t-il... Oui. Alors, il y a beaucoup de questions en ligne, j'ai l'impression. Je ne sais pas dans quel... Oui. Il y en avait deux. Là, j'ai une question pour Monsieur Videlin. Peut-on définir... Alors, question pour Jean-Christophe Videlin. Peut-on définir / catégoriser quelle conception Poutine a de la souveraineté du point de vue des théories du droit international public? Petite question, hein, en quelle il nous serait agréable que vous répondiez en 15 secondes. Alors, je vais essayer de me rappeler des théories du droit international public entre la théorie réaliste et la théorie idéaliste. C'est la théorie réaliste, hein, c'est la théorie selon laquelle les États agissent selon leur propre et unique intérêt. Et disons que le moins qu'on puisse dire, c'est que Vladimir Poutine met en œuvre pleinement, au paroxysme, cette théorie. Qui a été notamment défendue en partie, il ne faut pas l'oublier, par Henry Kissinger. Donc c'est, voilà, pour répondre de manière très, très rapide, bien évidemment très très loin d'autres théories, beaucoup plus, notamment je pense à celle de Georges Sell, beaucoup moins, je dirais, Alors, il y a un petit complément, toujours à propos de Vladimir Poutine. S'inscrit-il dans des écoles de pensée juridique internationalistes? Entre parenthèses, il fait très souvent référence au droit, contrairement à ce qui apparaît du non-respect du droit international. Et la personne qui pose la question précise, il en est presque obsédé par le droit international pour le bafouer ensuite. Alors c'est vrai que Vladimir Poutine mentionne souvent les violations du droit international de la part des Américains, des Occidentaux, au Kosovo, en Libye, etc. Voilà, c'est souvent un argument. Bon, évidemment, il me faudrait 20 minutes pour faire le lien entre ce qu'ont mené les États-Unis dans certains cadres d'opérations militaires. Et donc, je vais me résumer pour dire simplement que, évidemment, pour construire, habiller son intervention, il y a, je dirais, n'importe quelle personne mal intentionnée va évidemment essayer de récupérer un petit bout de droit pour le construire. Mais là, en l'occurrence, il s'offre le droit à la légitime défense. Dans une certaine mesure, implicitement, c'est ça. On l'a attaqué, vous ne vous rendez pas compte. En fait, on m'attaque, j'en suis conscient, personne ne parle, mais moi, je vais défendre mon territoire. Et la légitime défense, elle est prévue dans la Charte des Nations Unies. Donc, je respecte le droit international public. Je me permets de vous rappeler, quand même, je suis bien obligé de le faire, c'est que George W. Bush a utilisé le même raisonnement pour envahir l'Irak, en expliquant qu'au titre de la légitime défense, il devait intervenir en Irak pour empêcher le développement d'armes de destruction massive que personne n'a jamais vues. Il avait même théorisé cette légitime défense nouvelle génération, c'était la légitime défense préventive. On ne m'attaque pas encore, mais on va m'attaquer. Donc avant qu'on m'attaque, je vais attaquer en premier. Ben, dans une certaine mesure, Vladimir Poutine n'utilise pas le terme de légitime défense préventive. Dans une certaine mesure, il ne va quand même pas faire trop d'efforts. Il se limite simplement à construire un discours qui permettra, pour ceux qui le veulent, retenir l'idée de la légitime défense. Et ça suffit bien amplement. Mais il n'est même pas allé aussi loin. Merci. Alors on revient dans la salle. Le grand chef Yann Richard nous donne 5 minutes de plus. Alors, oui, il y a deux questions. Robert, Franck, vous voulez poser une question? Pareil, après Amaël, après okay.
Oui, Yann Richard a dit tout à l'heure que la géographie ne montait pas trop en théorie. On pourrait dire la même chose de l'histoire. Mais je crois que le point commun aussi entre histoire et géographie, c'est que beaucoup d'historiens, en tout cas, et beaucoup de géographes, aiment les notions, les concepts. Pas forcément ceux qu'ils ont forgés, mais qui vont, et les géologistes aussi, pardon, mais qui vont chercher ailleurs, en droit, en sciences politiques, en économie, etc. etc. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, mais ils ont peut-être tort, nous nous méfions parfois des théories. Alors ça, c'est peut-être professionnel parce que quand la théorie est belle, nous, on essaie de l'appliquer à la réalité. Avec un marteau, on essaie de faire rentrer dedans. Et puis ça déborde, ça ne marche pas. Hein, voilà. Grégory Dao, tout à l'heure, a eu tout à fait raison de dire que depuis 30 ans, on a perdu nos repères. Vous avez montré plusieurs exemples. Je prendrai un seul exemple, l'interne et l'externe. Hein. Il y a plus de continuum que de séparation. Et excusez-moi, je vais encore le dire. Et en même temps, la distinction existe aussi. Là, il y a du en même temps. Alors, pour la Seconde Guerre mondiale, c'est démontré, mais même encore, évidemment, avec l'Ukraine, mais pas seulement le retour de cela. Et ce que disait Alia tout à l'heure sur l'interne et l'externe est tout à fait intéressant, et ça peut être mis en relation avec ce qu'a dit Michele Basso tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant la guerre, c'est vrai que c'est plutôt la souveraineté externe qui est la plus importante, c'est l'état de puissance, hein, etc., etc. Alors qu'en temps de paix, c'est l'inverse. La Seconde Guerre mondiale, c'est pas la seule guerre pendant laquelle on pense à la paix, mais c'est une guerre où on a particulièrement pensé la paix. Et les résistants en particulier, etc. etc. Et précisément, donc, il y a un moment où ça va basculer. Quand la guerre est terminée, c'est l'interne qui le reprend. Et justement, ce sont toutes ces idées de la résistance qui se mettent en place, ou qui essayent du moins, et qui vont entrer en conflit entre elles. Deux exemples que tu as donnés. L'État-providence, même si ça commence avant, mais la Seconde Guerre mondiale est un accélérateur de fabrication d'État-providence, du moins en Europe. Et l'Europe. Ce n'est pas la majorité des résistants qui pensaient l'Europe, mais beaucoup pensaient l'Europe pendant la guerre. Et ça va entrer en conflit parce que précisément, l'État-providence, c'est une reconfiguration de la souveraineté par l'État social, et c'est précisément l'État social qui entre en concurrence avec la souveraineté partagée avec les Européens. Ne l'oubliez pas, les travaillistes britanniques ne voulaient pas entrer dans l'Europe parce qu'ils avaient un État social qui mettait juste en place et qui ne voulaient pas que ces démocrates chrétiens qui dominaient l'Europe mettent ça en l'air. Donc, il y a donc un conflit. Dernier point sur la souveraineté externe, et pour répondre à la question, ce n'est pas seulement récemment, hein, vous avez mis le encore. Hein, le encore, on peut la poser dès 14-18. Je crois qu'il y a une chose sur laquelle il faudra réfléchir, on fera bien dans notre colloque. La souveraineté, on la perd quand on est occupé. La Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une alliance ? La notion d'interallié n'a pas été prononcée dès la Première Guerre mondiale et encore la Seconde Guerre mondiale. On est alliés, et d'une certaine manière, parce qu'on est alliés et parce qu'on essaye de construire l'interallié, et c'est compliqué. Il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que ça se mette vaguement en place, et pour la seconde, ça a mis du temps, parce que c'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'on partage une souveraineté. Un commandant en chef, de toutes les armées, Foch par exemple, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc il ne faut pas seulement penser la souveraineté par rapport à l'ennemi, mais aussi par rapport à l'allié. Merci. Bien, peut-être une dernière question dans la salle ? Très bien. Ah bon, allez, alors, 2 dernières questions. Ah oui, mais... Salle d'attente. Oui, je vais regarder. Je vais les faire entrer, oui. Je vais les faire entrer. Oui, c'était juste un commentaire sur... Yann, tu disais tout à l'heure que la géographie ne s'intéressait pas vraiment aux questions d'État. En réalité, souvent, la question d'État, elle est un petit peu en filigrane quand on fait la géographie de la France, géographie de la Biélorussie ou du Monténégro, hein, en réalité. Et c'est ce que disait d'ailleurs John Agnew sur le The Territorial Trap. C'était effectivement cette idée qu'on on prenait des catégories toutes faites et finalement, on ne les interrogeait pas. Alors, il y a quand même une notion sur laquelle, et dans le discours interdisciplinaire, je trouve que ça pourrait être intéressant de se poser, et c'est un mot que tu n'as pas prononcé aussi dans ta proposition, sur lequel les géographes, pour le coup, font beaucoup de théories, c'est le territoire.
Parce que en fait, et là pour le coup c'est intéressant parce qu'on n'a vraiment pas la même définition que les collègues politistes par exemple. Hein, sur le territoire, il y a cette idée effectivement que le territoire c'est rattaché à la notion d'État, là où en géographie, depuis les années 70-80, on a notamment Claude Raffestin, géographie du politique, on a cette idée que le territoire c'est un espace approprié. Et l'appropriation de l'espace peut se faire par n'importe quel type d'acteur, y compris l'État bien évidemment, avec des marquages très forts, les frontières notamment, les drapeaux, etc., mais aussi des acteurs non étatiques, voire des groupes sociaux, politiques, etc. C'est ce qui nous permet d'interroger, notamment ce que tu me disais sur Louis Pétignot, sa thèse sur la reconfiguration du routage des données en Ukraine en ce moment, avec le Donbass qui se retrouve capté aujourd'hui par des serveurs qui se retrouvent en Russie, c'est qu'on a aujourd'hui des processus de reterritorialisation en Ukraine, et donc effectivement, là pour le coup, cette idée de territoire sur lequel on a beaucoup travaillé nous permet, nous, en tout cas, je ne sais pas si... je ne veux pas mettre la géographie en porte-à-faux avec d'autres disciplines, mais c'est vrai que dans le discours interdisciplinaire, il pourrait y avoir finalement des réflexions sur cette notion-là et sur le fait que dans ces questions de souveraineté, nous, on la pose aussi par rapport à des processus de territorialisation en cours, en Yougoslavie, par exemple. Et là, pour le coup, le droit avait posé cette question-là. Lorsqu'en 91, la guerre yougoslave commence, on convoque la CE convoque la commission Badinter, qui est chargée de travailler sur savoir, finalement, est-ce que la Yougoslavie est encore un État ou pas. Et la commission Badinter va dire, c'est un État en voie de dissolution. Bon, ça va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Et d'une certaine manière, le droit, à ce moment-là, reterritorialiser l'espace ex-yougoslave. Voilà, donc c'était sur cette question-là. Très rapidement, c'est comme je le disais, ce ne sont pas des sujets ignorés, mais ce ne sont pas des sujets qui sont dans le top 3 sur le podium des grandes préoccupations des géographes. Alors, il y a des gens comme Vladimir Kolosov et John O'Loughlin qui travaillent sur les pseudo-États. Il y a d'autres géographes qui travaillent sur les quasi-États. Il y a des gens qui travaillent sur les zones grises. Mais autant l'État était un des champions toutes catégories de la géographie politique, au sens fort du terme, dans les années 50, 60, 70, y compris dans les travaux d'un géographe politicien comme Jean Gottman. Autant aujourd'hui, l'État, alors il est en filigrane, il apparaît ici ou là, on s'intéresse beaucoup aux frontières, mais on observe des situations de fait et pour en rendre compte, on fait entrer dans l'équation le paramètre de l'État éventuellement. Mais l'État n'est plus beaucoup au cœur de la cible dans les préoccupations des géographes, je pense. Voilà, c'est une question de niveau. Voilà. Bien, donc je crois que c'est notre collègue de Nancy-Lorraine. Eh bien, vous avez la parole. Oui, par rapport à la remarque tout à l'heure qui a été faite sur l'approche de la souveraineté par Vladimir Poutine, il y a une référence que je recommande d'un internationaliste qui enseigne dans l'université d'Estonie, qui s'appelle Lauri Magso. Et il a écrit un ouvrage, il a développé ses articles, c'est les Russian Approaches to International Law. Et c'est l'idée qu'il y a une approche russe du droit international, qui est aussi partagée par la Chine. Et il explique que cette approche russe du droit international est très marquée par l'héritage de l'Empire, où il est très attaché à la terre, la conquête de la terre et du territoire. Et une autre remarque par rapport au fondement juridique, c'est très intéressant de voir, quand on a travaillé l'atelier de Nancy sur les fondements juridiques, j'ai travaillé sur les fondements, j'ai identifié au minimum déjà 5 fondements juridiques. Donc il a exploité tout ce que l'on peut. Dans son discours du 24 février, qui vise à justifier l'agression de l'Ukraine par la Russie, il utilise tous les fondements juridiques qui autorisent le recours à la force armée, que ce soit de la légitime défense anticipatoire ou préventive face à une menace lointaine. Vous avez la sécession remède qui est invoquée, vous avez la protection des nationaux à l'étranger, vous avez l'intervention humanitaire, donc il a tout exploité. C'est vraiment très riche, mais c'est ce à quoi j'arrivais en conclusion. Il y a un décalage entre l'invocation des fondements juridiques et la réalité. Il invoque par exemple le génocide pour justifier l'intervention humanitaire, mais les rapports officiels démontrent qu'il n'y a pas eu de génocide dans les zones des républiques autoproclamées avant le 24 février, date de l'intervention de la Russie qui a commencé à attaquer l'Ukraine. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, sous l'autorité de Diane, on arrête là. Oui, on va faire la pause. On va faire une petite pause. Merci encore pour votre attention. Vous l'aurez compris, la guerre n'est peut-être plus l'expression de la souveraineté, en tout cas n'est peut-être plus la seule
expression de la souveraineté, et ça alimentera certainement les propos du café qui se trouve au-dessus.